Et donc maintenant, je vais appeler les intervenants de la deuxième table ronde, avec qui nous allons parler donc également des parents. Monsieur Gilles Demarquet, donc président de l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, appel. Axel Dessin, directrice d'Internet sans crête. Samuel Comblé, excusez-moi, je ne sais jamais, directeur général adjoint de l'association e-Enfance et directeur du 3018, et Thomas Romer, directeur fondateur de l'Observatoire et de la parentalité et de l'éducation numérique. Oui, c'est moi qui vais animer donc cette table ronde. Merci d'être avec nous. Donc, après l'éducation nationale, quand on parle de parentalité et de parents, il m'est venu en premier donc les associations de parents d'élèves. Il me semblait que c'était un point important. Donc, nous en avions invité plusieurs. Plusieurs sont présents dans la salle. Bon, j'ai retenu qu'une seule pour être autour de la table ronde pour faire une diversité, mais les autres pourront poser des questions. Et je remercie évidemment toutes les actions et les investissements que font toutes les associations de parents d'élèves, et je voulais pas laisser croire qu'il y en avait une qui était mise en avant par rapport aux autres. C'est juste une coïncidence. Donc, Monsieur Demarquet, donc en votre qualité de président de l'appel, j'aurais souhaité que vous nous présentiez les principales difficultés et préoccupations des parents. Qu'est-ce que vous sentez, vous, comme préoccupation, et qu'est-ce qu'ils attendent en termes d'accompagnement au numérique? Qu'est-ce que votre association leur propose? Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'APPEL, l'APPEL, c'est l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, qui est l'association qui existe dans les établissements catholiques d'enseignement, donc privés sous contrat, et qui est présente dans 5000 établissements, qui regroupe 70 000 bénévoles et 1 million de familles adhérentes. Et donc, évidemment, nous avons un certain nombre d'actions, parce que l'un de nos principaux leitmotiv et principal point d'action, c'est d'accompagner les parents dans le rôle de premiers éducateurs de leurs enfants. Qui dit premiers éducateurs dit qu'il faut les aider, qu'il faut les accompagner, et que quand on parle du numérique, on en a déjà parlé tout à l'heure, on a vu le petit sondage, je dirais que les parents ne sont pas complètement largués sur l'utilisation du numérique, mais je dirais qu'ils sont décalés. Ils ont tous un portable, ils sont tous sur les réseaux sociaux, mais ils sont décalés par rapport à leurs enfants, par rapport à l'usage que font leurs enfants du numérique. Ce qui fait que c'était la question qui avait été posée tout à l'heure, où on n'imagine pas en tant que parent, en fonction de l'usage qu'on en fait, quels sont les dangers. On court en nous-mêmes des dangers. C'est quelqu'un de parler qu'il y avait 1300 photos sur Internet de nos enfants. C'est vrai qu'on n'imagine pas l'impact qu'a de poser de photographier de mettre sur un réseau social une photo qui nous semble complètement anodine. Et donc le parent, il peut être perdu par rapport aux attentes de l'école. Et donc il faut les faire monter en puissance sur ce que souhaite l'école et sur les outils qui sont employés à l'école par leurs enfants. Et quand je disais tout à l'heure que les parents étaient décalés, c'est qu'en fait, les parents ne mesurent pas non plus forcément ce que fait leur enfant sur Internet. Il y a une difficulté de compréhension des usages. Moi, à ma génération, on utilise plus Facebook comme réseau social. Bon, nos enfants, les miens en particulier, Facebook, ils considèrent que c'est complètement has-been et donc utilisent TikTok, Insta. Et donc, il y a une difficulté de dialogue et de temps en temps, je pense que ça arrive à chacun d'entre nous, quand on parle de numéro au dîner, de temps en temps, il y a une différence de compréhension et on ne se comprend pas forcément entre les deux générations. Et puis, si nos jeunes sont extrêmement à l'aise sur l'aspect utilisation d'outils numériques, ils le sont, je pense, dans un contexte qui n'est pas forcément un contexte éducatif, comme nous pouvons l'être nous, pas forcément un contexte éducatif, dans le sens où, je le vois, je pense que chacun de nous a peut-être accompagné un de ses enfants pour faire un exposé, et on a bien vu que l'utilisation d'un PowerPoint ou d'outils que nous, on peut maîtriser professionnellement, n'est pas forcément évident. Et donc, on parlait tout à l'heure de Pronote, c'est vrai que Pronote ou École Directe, enfin tous ces ENT, sont aussi un sujet pour les parents, parce qu'il faut les faire monter en compétence sur l'utilisation de ces outils.
Et puis finalement, on le voit, on a tous été confrontés à une question de notre enfant. Papa, maman, est-ce que je peux aller me connecter sur l'ordinateur? Il faut que je vois si j'ai pas un devoir pour demain. Et finalement, on se rend compte que est-ce que l'enfant va vraiment sur Pronote ou École Directe pour voir, ou est-ce qu'il va pas en profiter pour aller un petit peu aller sur les réseaux sociaux, jouer un petit peu, et finalement un petit peu nous enfumer entre guillemets, je dirais. Et puis, si vous voulez, il y a quand même des enjeux, il y a des nouveautés qui existent. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Elle peut être source d'interrogation pour les parents. Pourquoi? Parce qu'évidemment, cette innovation peut être source de choses extrêmement positives dans le domaine de l'éducation. Mais on parlait de ChatGPT tout à l'heure. ChatGPT peut être aussi un outil que nos enfants commencent à utiliser. Est-ce qu'ils l'utilisent à bon escient? Est-ce que c'est un outil qui ne peut pas être amené à leur faire pousser un grand poil dans la main en se disant finalement j'ai une solution de facilité, mais sans forcément me rendre compte, moi en tant qu'élève, que finalement ça ne me rend pas service à long terme. Et puis je ne parlerai pas des interrogations qu'ont les parents par rapport au téléphone portable, je pourrais en parler tout à l'heure. Comme ça a été dit, sommes-nous exemplaires en tant que parents? Ça c'est une bonne question qui mérite d'être posée. Alors finalement, nous, ce qu'on propose en tant qu'association de parents d'élèves, c'est un certain nombre d'actions qui faut être centrées sur le rôle éducatif des parents, sur la prise de conscience du rôle qu'ont les parents à jouer dans l'éducation au numérique de leurs enfants, dans la prise en compte du harcèlement, du cyberharcèlement en particulier, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que finalement, le harcèlement ne s'arrête plus à 16h30 à la sortie de l'école, mais continue bien après. Et donc, il faut que nous, parents, on travaille aussi sur ces sujets-là. On ait conscience de ces enjeux, qu'on ait conscience qu'il nous faut accompagner nos enfants dans leur éducation numérique, parce que la manière dont on se comporte sur les réseaux sociaux, c'est exactement la manière dont on se comporte quand on interagit physiquement avec quelqu'un. Donc ça se traduit par des conférences, ça se traduit aussi par des rencontres parents-école qui sont des rencontres thématiques que l'on fait dans les établissements où se retrouvent des parents, où se retrouvent des enseignants, des chefs d'établissement pour réfléchir ensemble sur des thématiques. Alors on a plein de thématiques, j'en citerai deux aujourd'hui qui me semblent importantes. C'est une thématique autour des écrans qu'on appelle justement écran question d'équilibre, parce que pour nous c'est une question d'équilibre. Et puis une thématique aussi liée au harcèlement et au cyberharcèlement. Merci. Madame de Saint, donc d'après une enquête Ipsos de janvier 2023, en France, 96% des enfants possèdent ou utilisent au moins un équipement numérique et y passent en moyenne 1h19 par jour en semaine, 2h07 les jours de week-end. Tout le monde ici est conscient des risques qu'il existe sur Internet. Par conséquent, que propose Internet sans crainte, puisque vous êtes venu nous en parler aujourd'hui, pour soutenir les parents dans la mise en place de règles ou de limites qui vous semblent appropriées pour utiliser les dispositifs numériques à la maison? Alors, je vais peut-être présenter rapidement ce qu'est Internet sans crainte. Donc, c'est le programme national de sensibilisation des jeunes et des familles au numérique de la Commission européenne. Et notre mission, c'est surtout de former, d'informer et d'outiller l'adulte qui est à côté de l'enfant. Donc, on a un site sur lequel on propose aujourd'hui 200 ressources pour accompagner l'éducation au numérique. Et même si notre premier public, ce sont plutôt les réseaux éducatifs, pour leur permettre justement de former, d'accompagner les jeunes, on a tout de suite été dans une logique de coéducation, en considérant qu'il était important que les messages que les enfants entendent à l'école ou dans les réseaux périscolaires soient les mêmes qui soient ensuite entendus à la maison. Mais on a voulu aller plus loin dans cet accompagnement des parents, notamment suite à la Covid, qui a été quand même un révélateur d'un certain dénuement des parents dans cette posture-là, pour les accompagner davantage. Et on a eu tout de suite l'envie d'être aussi dans une logique outil. Et pour ça, pour leur apporter justement le bon outil, on s'est dit qu'il fallait absolument questionner leurs besoins. Donc la première étape a été de lancer une étude. Donc on a questionné plus de 800 parents qu'on a interrogés sur leur propre pratique du numérique, la pratique de leurs enfants, quelles étaient les problématiques qu'ils rencontraient, s'ils avaient déjà mis en place un cadre d'utilisation, des règles à la maison, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Alors on a été en fait un peu submergés par les réponses, parce qu'évidemment il y avait des espaces ouverts, et en fait on a reçu beaucoup d'appels au secours. Donc ça montrait déjà qu'il y avait un besoin d'accompagnement qui n'était pas totalement adressé.
Et surtout, ce qui nous a surpris, alors des fois, il y avait des parents qui ne mettaient rien en place et qui ne savaient pas comment faire. Il y avait des parents qui avaient mis des choses en place et qui ne fonctionnaient pas du tout. Et il y avait des parents qui avaient mis parfois les mêmes choses en place et ça fonctionnait très bien. Donc, on s'est dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des choses qui marchent très bien chez les uns et pas chez les autres? Donc, on a fait ensuite des focus group parents pour essayer de comprendre. Et on s'est rendu compte que parfois, les parents mettaient en place des choses, mais n'avaient pas forcément les bons arguments pour expliquer à leurs enfants, ou faisaient le choix du contrôle parental, qui est un allié dans l'éducation numérique, mais qui ne peut pas suffire dans cet accompagnement, ou parfois qu'il manquait de conseils, d'astuces, de mise en œuvre pour concrétiser ce qu'ils avaient envie de mettre en place. Donc, on a commencé à travailler sur un outil. Donc voilà, je ne savais pas que le slide est apparu, qui s'appelle Faminum. On a eu l'idée de proposer un outil qui allait aider justement les parents à mettre en place un cas d'utilisation des écrans. Donc c'est un outil qu'on a travaillé en partenariat avec la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les addictions, qui avait un souhait aussi pour faire le lien de prévenir d'éventuelles addictions aux écrans, pour travailler justement un outil personnalisé. Et la promesse en fait de Faminum, c'est d'aider les parents à créer ce qu'on a appelé la charte numérique de la maison, donc un cadre d'utilisation des écrans. Et pour ça, on leur propose de renseigner leurs enfants, l'âge de leurs enfants, parce qu'effectivement les conseils peuvent pas être les mêmes en fonction de la tranche d'âge, de s'impliquer aussi. C'est-à-dire que quand on leur demande de composer la famille, on demande d'y intégrer les parents, parce que ça nous semble important que cette réflexion se fasse ensemble et que les parents soient intégrés à cette démarche. Ils choisissent ensuite leurs thèmes principaux. Qu'est-ce qui les préoccupe le plus? C'est le temps d'écran, c'est les réseaux sociaux, c'est les contenus choquants. Et à partir de là, en fait, leur sont recommandées des bonnes pratiques personnalisées par rapport à leur sélection. Alors ces bonnes pratiques, elles sont formulées de manière très courte. Ça va être pas de portable à table, les écrans, les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans. Et ils vont pouvoir, pour chacune de ces bonnes pratiques, accéder à un pourquoi et un comment. C'est-à-dire pourquoi cette bonne pratique elle est intéressante, pourquoi ça pourrait être intéressant de la mettre en place à la maison, et un comment qui va justement leur donner cette astuce de mise en œuvre. Et ils peuvent passer en fait d'une bonne pratique à l'autre et sélectionner celle qui leur parle le plus. Parce que l'idée, c'est effectivement que chaque famille est différente, qu'on peut se reconnaître à travers des bonnes pratiques, des règles, d'un numérique, et puis d'autres pas du tout. Donc c'est important que chacun choisisse. Et à partir de là, ils vont pouvoir même personnaliser davantage et surtout adresser chaque bonne pratique à des membres de la famille jusqu'à la finalisation de l'expérience éditée sous la forme ils génèrent un PDF prêt à imprimer qui finalement un cadre d'usage des écrans à la maison. Alors on a d'abord expérimenté cette ressource auprès de 200 familles, ce qui nous a permis d'affiner. Et aujourd'hui, on a dès le départ mis en place effectivement une mesure d'usage et une mesure d'impact. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a 25 000 familles qui ont créé leur charte numérique, donc qui ont été au bout de l'expérience. Et on a mis aussi en place une mesure d'impact, c'est-à-dire qu'on invite les familles qui le souhaitent à être suivies pendant 6 semaines. C'est-à-dire que pendant 6 semaines, ils vont recevoir chaque semaine un mail pour les encourager dans leur démarche, leur proposer des défis à faire en famille. Et à l'issue de ces 6 semaines, on leur propose un questionnaire. Et on a déjà eu 1300 retours qui nous permettent de dire que 4,5 par an, alors c'est parce que la note est sur 5, 4 parents et demi, par an sont satisfaits de Faminum et le recommanderaient. Et surtout, au bout de 6 semaines, on a pu constater que 4 parents sur 5 se sentent plus en confiance pour accompagner leurs enfants sur le numérique. Et je vais parler d'une dernière initiative qu'on a initiée il y a 2 ans. Puisqu'effectivement, je pense que il y aura d'autres témoignages autour de ce sujet-là, mais c'est difficile aujourd'hui d'aller toucher les parents sur cette question d'éducation numérique. Les parents ne viennent pas dans les conférences, ils ne vont pas consulter des centres de ressources. Donc on a du mal à aller toucher ces parents. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être aller les chercher là où on est sûr de les trouver. Parce que comme les jeunes, les parents, ils sont aussi très présents sur les réseaux sociaux. Donc on a initié un compte Instagram. On a cherché le réseau social où ils étaient le plus présents. Et sur une tranche d'âge assez large. Et on a initié effectivement un compte qu'on a tout de suite dédié à la parentalité numérique. Et l'avantage que ça a pour nous, c'est que ça nous permet d'abord de pouvoir
avoir un dialogue avec ses parents, puisqu'ils communiquent beaucoup avec nous, de tester des messages, de leur proposer aussi des conseils, du décryptage, leur apprendre à comprendre les réseaux sociaux sous des formats très synthétiques, très visuels. Ça nous a permis aussi de développer des relations avec une communauté de créateurs de contenu engagés dans la parentalité, mais qui ont aussi des profils de médecins, de psychologues, d'enseignants, et avec lesquels on peut construire un discours et diffuser aussi un message, parce que les parents comme les jeunes sont aussi très à l'écoute des influenceurs et ont un impact. Donc voilà, c'est un exemple de deux démarches, et on aura peut-être l'occasion de poursuivre. Merci. Monsieur Comblaise, Comblé ou Comblaise alors Comblé. Alors, Monsieur Comblé, vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence, si je ne me trompe pas, et également directeur du 30-18. Vous avez aussi fait partie du groupe de travail qui a permis la création du site jeprotègemonenfant.gouv.fr. Quels sont, d'après vous, les principaux moyens de protection mis à disposition des parents afin d'encadrer l'utilisation numérique de leurs enfants ? Bonjour à tous. Alors, on en parle depuis le début de la matinée. Je pense que le principal outil dont ont besoin les parents, c'est déjà des outils de formation, une connaissance en fait de ce que font les enfants sur Internet. Je pense que ça a été dit suffisamment, je ne vais pas le répéter, mais c'est vrai que à l'association e-enfance, on a 2 champs d'action. Vous avez cité le 30-18, donc le numéro national pour aider les victimes de harcèlement à l'école et de cyberviolence. Et on a un champ prévention aussi, où on va rencontrer 200 000 personnes chaque année en France, partout sur le territoire, et notamment beaucoup de parents, pour pouvoir justement les outiller et leur permettre d'être plus à l'aise pour pouvoir parler avec leurs enfants des outils numériques. Ce que l'on voit, le constat, c'est d'abord la première question des parents, c'est le temps d'écran. C'est là où ils ont besoin d'aide absolument, parce que c'est la principale conséquence des outils numériques dans leur quotidien, et donc ils ont besoin de nous pour mieux encadrer ce temps d'écran. Après, ils connaissent les risques. Moi, je trouve que quand on parle aux parents, ils nous disent on sait ce que c'est que le cyberharcèlement, on connaît les escroqueries en ligne, on sait qu'il y a de la pédophilie, on sait que les enfants regardent très tôt, malheureusement aujourd'hui, des images pornographiques. La question qu'ils nous posent ensuite, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit s'y prendre, quels sont les outils qu'on doit utiliser, et au-delà des outils, c'est comment en parler avec les enfants. C'est vrai qu'on peut, je suis assez surpris parfois de me rendre compte que les parents, ils sont bien au fait de tous ces sujets, mais par contre, la façon de dialoguer avec les enfants, comment on parle du cyberharcèlement, par contre, ça, c'est beaucoup plus difficile, et ils ont besoin qu'on leur apporte ces outils. Donc l'éducation numérique dès le plus jeune âge doit être, à mon avis, vraiment la base pour pouvoir accompagner ses parents, pour pouvoir leur donner confiance, et surtout aussi, je dirais, dédramatiser ce sujet du numérique, parce que souvent les parents se disqualifient, se considèrent pas compétents parce que c'était pas de leur temps, enfin ce n'est pas de leur temps, parce que au même âge ils n'avaient pas les mêmes outils, parce que ils ont l'impression que dès qu'on parle de jeux vidéo ou de réseaux sociaux, c'est pas leur monde, et c'est vrai que quand on leur explique l'envers du décor, ce que je veux dire par là, c'est quand on leur montre ce que font leurs enfants sur les écrans, souvent ils sont rassurés, parce que tous les enfants ne font pas n'importe quoi, bien au contraire sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Donc ça permet déjà de se rassurer un petit peu et d'avoir un nouveau regard sur ces outils qui sont pas que des outils de malveillance ou de danger pour leurs enfants. Ça permet aussi de pouvoir leur permettre de dialoguer avec leurs enfants, mais en connaissance de cause, parce que sinon il y a toujours un peu 2 mondes. Il y a le monde numérique des enfants et le monde physique des parents, et ces 2 mondes ne se rejoignent pas, et du coup les parents espèrent que tout se passe bien, et les enfants espèrent que les parents ne se doutent de rien. Et je pense que de peut-être croiser un petit peu les choses, ça permet de faire que le numérique ne soit pas un non-sujet dans les familles, parce que ça aussi, je trouve que c'est un grand classique. On parle beaucoup de ce que font les enfants à l'école, au club de sport, on donne plein de recommandations aux enfants quand ils commencent à sortir dans la rue tout seuls, on va leur expliquer que quand ils vont à la colonie de vacances, il y a un certain nombre de prérequis à avoir pour se protéger tout simplement. Et souvent, quand on donne un outil numérique aux enfants, alors souvent en période de Noël ou au moment d'un anniversaire, donc dans un moment où on n'est pas du tout sensible à écouter des recommandations d'usage, et souvent on donne le portable ou la tablette
sans le guide mode d'emploi qui l'accompagne, un peu comme si je donnais les clés de ma voiture à un enfant de 12 ans en considérant qu'à partir du moment où il est équipé, il devient magiquement et instantanément compétent. Évidemment, ce serait aberrant de le faire, mais pour les outils numériques, ça gêne beaucoup moins les parents. Et je pense que de pouvoir considérer que l'espace numérique ne devrait pas être un espace qui échappe à la surveillance des parents, et quand je dis surveillance, c'est parce que les enfants, ils ont besoin quand même d'un certain contrôle de leur activité. Je pense que de pouvoir réinstaurer ce sujet comme n'importe quel autre sujet dans les familles, je pense que ça permettrait déjà de protéger beaucoup plus les parents. Alors comme votre question elle tourne autour des outils, évidemment je vais parler des logiciels de contrôle parental qui sont pas magiques, mais qui sont quand même un outil sur lequel il faut s'attarder un petit peu et s'appuyer. Moi, je considère que tous les enfants devraient avoir un logiciel de contrôle parental intégré à leurs outils numériques. Il faut reconnaître que ça prend du temps, que c'est pas évident, que si on a plusieurs enfants qui ont des téléphones différents, il faut à chaque fois reprendre du temps pour le reprogrammer, etc. D'où peut-être l'intérêt du site jeprotègemonenfant.gouv.fr qui justement apporte des éléments de réponse aux parents pour leur faciliter la tâche. Mais il faut reconnaître que c'est difficile. On espère que la loi Studer, avec l'obligation d'installer un logiciel de contrôle parental par défaut, permettra peut-être d'en installer davantage. Ce qui est souvent aussi intéressant quand on parle des logiciels de contrôle parental aux parents, c'est que, moi je cite souvent cette phrase, je dirais qu'ils sont croyants mais non pratiquants. Ils croient qu'effectivement, ça a un intérêt de mettre un logiciel de contrôle parental et que ça peut protéger leurs enfants, mais par contre, très peu le mettent en action, ou alors parfois certains l'installent mais ne l'allument pas. On sait qu'il y a des chiffres comme ça assez étonnants, parfois difficiles à comprendre, d'une installation qui a été à son terme, mais en fait le logiciel n'est pas exploité. Je pense que pour réussir une installation de logiciel de contrôle parental, il ne faut pas le faire de manière injonctive vis-à-vis de l'enfant ou de l'adolescent. Il faut co-construire ce logiciel avec l'enfant, collaborer avec l'enfant pour pouvoir le mettre en place, lui expliquer que c'est pas une barrière qui empêche, c'est une barrière qui protège, de lui expliquer que ce logiciel il va évoluer au cours du temps. Quand il a 6 ans, évidemment les restrictions vont être très strictes, et puis au fur et à mesure qu'il va grandir, on va lâcher du lest, si la confiance évidemment nous confirme qu'on a raison de le faire, mais en tout cas que le logiciel de contrôle parental c'est quelque chose d'un peu vivant, et puis que ça peut être aussi un objet de dialogue pour dire entre enfants et parents, effectivement il y a des choses qui ont changé, tu as grandi, tu es plus compétent, et donc je peux te laisser accéder à plus de choses. Je suis étonné aussi quand on parle je sais pas si vous savez ça, mais quand on parle aux parents de contrôler ce que font leurs enfants sur les outils numériques, il y a beaucoup de parents qui utilisent des logiciels espions. Donc c'est des logiciels qu'on peut installer sans qu'évidemment les enfants le sachent, pour pouvoir, c'est une espèce de comme une caméra de surveillance mais à distance. Parfois les enfants le savent, mais souvent ils ne le savent pas. Et je suis parfois étonné de voir avec quelle facilité les parents peuvent installer ce genre de choses et surveiller sans que les enfants le sachent leurs outils numériques. Alors moi je suis psychologue de l'enfant et de l'adolescent, donc évidemment je dis c'est une aberration, faut pas faire ça. D'abord c'est extrêmement inquiétant pour les parents parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement l'envers du décor dont je parlais tout à l'heure est absolument horrible, mais c'est normal, il faut aussi que les enfants aient un peu leur jardin secret, et puis pour les enfants ça les aide pas à grandir parce que être espionné comme ça, je pense ça empêche de transmettre les éléments importants pour justement obtenir de l'autonomie, pour pouvoir un jour être des citoyens adultes sans avoir cette surveillance, d'autant plus que si cette surveillance commence quand on est en enfant, j'ai envie de dire à quel moment elle s'arrête, quoi. On a toujours envie de surveiller l'autre, on a toujours envie de savoir ce que font les autres, donc ça n'a pas de sens. Je termine parce que je pense que j'ai pas toute la matinée évidemment. Les parents se disqualifient, je l'ai dit, parce que je trouve qu'ils ont pas suffisamment confiance en eux, parce que c'est vrai que les choses évoluent vite, le numérique ça va très vite, il y a des mises à jour permanentes à faire, parce que les risques évoluent, parce que leurs enfants grandissent, donc il faut à chaque fois se remettre à la page. Les parents ils sont aussi victimes d'une pression sociale, d'une pression commerciale qui les oblige toujours à aller plus vite. On a cité tout à l'heure le moment où les enfants commencent à être équipés, et c'est vrai que c'est de plus en plus jeune. Je parlerai dans la deuxième question tout à l'heure de la nécessité de former les parents dès que les enfants sont très petits. Nous, on va commencer dans les prochaines semaines à commencer la prévention à 0 ans.
tout de suite. Dès que l'enfant commence à vivre, eh ben, on va former les parents pour pouvoir les accompagner. Parce que si on attend le début du collège, il s'est déjà passé plein de choses en primaire. Si on attend le primaire, c'est déjà trop tard. Et ce temps d'écran, il est déjà dans la vie des enfants tout petits et encore une fois, dès le plus jeune âge. Et une dernière chose que j'ai envie de dire, je suis parfois aussi surpris du paradoxe parfois que les parents verbalisent, c'est on est conscient qu'il y a des risques et quand on leur demande qu'est-ce que vous mettez en place pour éviter ces risques, souvent ils ne mettent rien en place. Alors c'est pas qu'ils ne veuillent pas, mais je trouve qu'il y a un manque de liaison entre la conscience du risque et alors les risques qu'ils citent en premier, c'est les escroqueries et les mauvaises rencontres, la pédophilie en ligne, etc. Ils sont bien conscients de ça et en fait il y a très rarement de la prévention ou des outils mis en place et je pense que notre travail c'est de les accompagner, de dédramatiser cette question du numérique, de leur montrer qu'ils sont conscients, qu'ils peuvent avoir confiance en eux, parce que bien sûr on peut leur donner plein de choses, et il existe plein de choses d'ailleurs, et des choses qui fonctionnent bien, mais je pense que le premier moteur, ça doit être déjà d'avoir confiance en eux et de se dire que on leur a pas tout expliqué depuis la naissance de leur enfant pour accompagner leur gamin à vivre. Le numérique, il y a aussi plein de choses qu'ils peuvent sentir intuitivement, il y a des outils sur lesquels ils peuvent s'appuyer, mais je pense qu'il faut qu'on les réconcilie peut-être avec cette question importante du numérique. Alors nous allons passer à vous, Monsieur Romer. Donc la dernière fois que nous nous étions vus, c'était sur la présentation d'une étude que l'Open, donc l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, avait fait en collaboration avec l'UNAF. Donc j'en profite pour saluer donc les associations familiales qui font aussi donc des travaux intéressants sur le sujet. Donc lors de cette étude, vous expliquez qu'il y avait souvent une perception des parents qui étaient assez loin de la réalité des usages de leurs enfants, un gros écart entre ce que les parents croient que leurs enfants font et ce que les enfants font en réalité, puisque vous aviez sondé les deux côtés en fin de compte de la famille. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Il me semble aussi que vous avez un point de vue donc assez intéressant également sur les besoins des parents, qui sont pas toujours des besoins d'accompagnement de leurs enfants, qui sont peut-être des fois des besoins pour se rassurer eux-mêmes. Donc je vous laisse la parole et je vous encourage à nous en dire plus. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation, Madame la députée. En effet, l'Open est une association qui, dans son acronyme, a déjà le mot parentalité numérique. Donc, on s'est saisi de ces enjeux il y a déjà bien longtemps. Et il est vrai que nous, notre principe, c'est toujours d'essayer de comprendre ces phénomènes sur lesquels on voit bien qu'il y a des choses que l'on sait et d'autres que l'on connaît mal. Donc on essaie de mener un certain nombre d'études, très différentes les unes des autres, avec beaucoup d'études quanti, mais aussi beaucoup d'études quali. Je pense qu'en France, c'est quelque chose qu'on fait de manière très habituelle dans les pays anglo-saxons depuis très longtemps. Mais les études sociologiques, psychosociologiques sont souvent très riches, voire même plus riches que les études quantitatives. Et ça serait bien qu'on leur donne un peu plus d'importance. Et donc voilà, on essaie d'apporter cet éclairage diversifié. On a la chance d'avoir un comité d'experts qui est composé de chercheurs, qui est composé de cliniciens, avec des sociologues, des anthropologues, des psychiatres, des psychologues cliniciens, où aussi on essaie de poursuivre cette logique de décloisonnement des savoirs, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'un des travers de la France, c'est qu'on a souvent, quand on s'adresse aux parents, c'est vrai dans la presse, mais pas que, l'avis du psy, l'avis du sociologue, l'avis du pédiatre, et je pense qu'aujourd'hui, face à cet écosystème qui est hyper dynamique, pouvoir mutualiser les savoirs et les décloisonner, c'est aussi un avantage. Donc vous l'avez souligné, dans le cadre de certaines études, et notamment la dernière que vous évoquiez en 2022 avec l'Ipsos, qui nous a vraiment fortement interpellés, c'est tout simplement, en effet, qu'on est, nous semble-t-il, au cœur d'une énorme contradiction sociétale, mais aussi éducative. C'est-à-dire qu'on ne cesse d'équiper les enfants de plus en plus tôt. Dans cette étude, on montrait que le premier smartphone arrive en moyenne à l'âge de 9,9 ans, c'est-à-dire fin de CM1, et ce, quel que soit le milieu social. On est en train de mettre à jour les chiffres et je pense qu'on va vraisemblablement aller droit vers ce qui se passe aux États-Unis depuis de nombreuses années, c'est-à-dire 7 ans en moyenne. Je pense qu'on y va tout droit en France. Et quand on questionne les familles sur les critères motivationnels de ces équipements, pour beaucoup, c'est des besoins de réassurance. Moi, quand on me demande de qualifier les familles que nous rencontrons partout en France avec nos équipes, je le résume toujours en un seul mot, angoisse.
on a face à nous des parents qui sont extrêmement angoissés, et ça date d'avant le Covid, d'avant la guerre en Ukraine, etc. Et je pense que si on comprend pas cette angoisse, si on comprend pas ce besoin, on peut pas bien accompagner. Et cette angoisse, elle s'explique par à plein de niveaux. En effet, ça a été dit par Samuel, il y a un poids qui pèse sur les parents avec des exigences à être des super parents. Moi, je dis souvent que j'ai l'impression d'avoir face à moi, c'est parfois des parents qui vivent dans un film de Marvel, hein, c'est-à-dire que quand le réveil sonne le matin, ils endossent leur costume de super-héros et ils se disent aujourd'hui, il n'arrivera rien à mon enfant. Et ce point est assez important parce que justement, il me semble qu'aujourd'hui, quand on y réfléchit bien, moi ça fait plus d'une vingtaine d'années que je réfléchis, que je travaille sur ces questions, et il me semble qu'on n'a pas su tirer les leçons de ce qui a été fait pendant 20 ans. Et ce qui a été fait pendant 20 ans, c'est beaucoup de logique d'évitement du risque. On a construit un modèle sociétal, y compris au niveau du transfert des compétences des enfants, qui se résume le plus souvent à l'évitement du risque. Ça se retrouve dans toutes les campagnes que rencontrent les enfants. Réfléchis avant de publier. Bon, moi je dis souvent, je connais pas un adulte qui réfléchit avant de publier. Enfin, vous voyez, ce genre d'injonction un petit peu contradictoire et qui quelque part, je trouve, font peser sur nos enfants un petit peu des comportements parfois très contradictoires, une fois encore, d'adultes. On les équipe de plus en plus tôt, souvent pour se rassurer. Moi, j'aime bien prendre la symbolique du smartphone qui, pour moi, est dans les premières années de l'enfance, souvent j'appelle ça un cordon ombilical virtuel. Et quand les enfants deviennent adolescents, ça se transforme en laisse numérique. On passe du cordon ombilical à la laisse, c'est assez intéressant, symboliquement parlant. Et ça montre une fois encore, et quand je dis ça, je le dis avec beaucoup de respect et de bienveillance vis-à-vis des familles qu'on rencontre, ça montre ce niveau d'angoisse très prégnant, qui pousse les parents à être, comme le disait Samuel, c'est ce que montrait dans l'enquête Ipsos, on est à 4 familles sur 10 en France qui installent des logiciels espions sur le smartphone de leur enfant après les en avoir équipés. On a des tonnes de témoignages à l'association de chefs d'établissement qui nous disent que les enfants arrivent en maternelle avec une montre connectée, pas pour le plaisir de l'enfant, pour géolocaliser l'enfant, et pour pouvoir la déclencher à distance pour écouter ce que les enseignants racontent en classe. On a des enseignants qui nous partagent des voyages scolaires où les enfants vont coudre des AirTags dans les vêtements de leurs enfants pour les géolocaliser pendant les voyages scolaires. On en est quand même là dans ce niveau d'angoisse parentale. Et il me semble qu'aujourd'hui, notre devoir d'association pour répondre à ce besoin, c'est justement de lutter contre ça, de sortir de cette logique d'évitement du risque qui, quand on y réfléchit bien, ne permet absolument pas l'autonomisation des enfants. Et il me semble qu'être éducateur, bien sûr, c'est éviter qu'il arrive quoi que ce soit à son enfant, mais ça avant tout, on sait qu'on n'est que de passage sur cette terre, eh bien, de lui permettre de voler de ses propres ailes et de pouvoir être en situation de gérer par lui-même des situations problématiques. Là, on en revient à un enjeu primordial, évidemment, qui est le transfert des compétences psychosociales vers les enfants. Je pense que ça, c'est un chantier qui a été annoncé par Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation nationale. Je souhaite de tout cœur que ça soit mis en œuvre dans les grandes lignes, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. On ne résoudra pas tous ces enjeux uniquement en expliquant aux enfants ce qu'ils ne doivent pas faire. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe de manière générale, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau des familles. Samuel l'a très bien dit, les parents sont souvent des gardiens du temps passé sur les écrans et des espèces de boucliers par rapport à tous les risques qui sont véhiculés et aussi entretenus beaucoup par la sphère médiatique. Dans l'étude que vous citiez, on interrogeait les parents sur leur perception des risques. Les parents nous répondaient cyberharcèlement, mauvaise rencontre et dépendance. Quand on posait exactement cette même question aux enfants, les enfants nous répondaient maux de tête, difficulté à nous endormir et passivité. Et ce qui montre bien, si vous voulez, qu'il y a énormément de difficultés à dialoguer au sein des familles sur ces sujets. Je suis tout à fait d'accord avec Samuel quand il dit que les adultes s'auto-infligent une forme de procès en manque de légitimité éducative. Mais pour sortir de ça, il me semble qu'il faut vraiment reconsidérer les choses à travers d'autres aspects. Être éducateur, une fois encore, c'est pas uniquement un rôle de protection, c'est un rôle de transmission de compétences et c'est avant tout permettre à nos enfants d'être autonomes dans la vie comme dans les espaces numériques.
J'aime pas trop la dichotomie qui est souvent faite quand on parle de former des citoyens du numérique. Moi, je sais pas ce que c'est être citoyen du numérique. Demain, si ça se trouve, on enverra nos enfants sur Mars. Alors du coup, il faudra faire un programme pour qu'ils soient citoyens de Mars. Moi, je pense que notre rôle, c'est de former ces enfants à être des citoyens tout court, que ce soit dans les espaces numériques ou dans les autres espaces. Et c'est ce qu'on essaie modestement de faire à travers nos actions, nos ressources et également ce que nous disent beaucoup les parents, c'est qu'ils ne vont plus aux réunions d'information parce que aussi, je pense qu'il y a besoin qu'on change de logiciel dans notre approche préventive. Les parents, on leur laissait 2 choix à sortir de ces réunions. C'était, comme je dis souvent de manière un peu rigolote, c'était d'aller chez le roi Merlin et s'acheter une corde pour se pendre, parce qu'en gros, on leur fait croire que ce sont des mauvais parents ou que le diable est dans tous les écrans et dans tous les outils numériques. Ou l'autre choix, c'était de jeter les tablettes et les smartphones à la poubelle. Or, aujourd'hui, nous, quand on fait des études sociaux et anthropos auprès des parents, ils nous disent qu'ils sont en recherche de ce qu'ils appellent une 3e voie, qui est au service de ce qu'appellent les psys le tâtonnement éducatif, c'est-à-dire parfois jouer entre les interdits et le cadre éducatif et les limites, mais sachant qu'on sait tous qu'un adolescent est génétiquement programmé pour franchir les lignes jaunes édictées par les adultes, et puis permettre surtout que cette réflexion, ce tâtonnement éducatif, soit au service d'une autonomisation des enfants et pas uniquement de la protection. Voilà en quelques mots notre vision des enjeux. Alors, on va faire un 2e tour de table un peu plus rapide parce qu'on a presque déjà terminé notre temps. Madame Dessin, vous, chez vous, j'ai cru comprendre que vous animiez des ateliers parents-enfants pour leur aider à dialoguer entre eux. De quoi pouvez-vous parler à ce sujet-là? Et donc sur la thématique également de comment réussir à toucher tous les parents, parce que des fois, beaucoup d'organismes proposent des réunions de parents, mais les parents qui viennent sont ceux qui sont déjà des fois le mieux informés, les plus protecteurs, ils veulent faire mieux que mieux, et ceux qui viennent pas, ce sont ceux qui n'ont pas mis en place le contrôle parental. Donc comment pourrait-on faire pour élargir et vraiment toucher tous les parents et pas simplement ceux qui sont déjà inquiets? Alors, on continue à se questionner, et je pense tous à se questionner sur comment toucher tous les parents, et je partage le constat de Samuel et Thomas sur le sujet, sur effectivement cette grande anxiété des parents, mais qui sont démunis, qui ne se sentent pas légitimes, qui reçoivent aussi pas mal d'injonctions contradictoires quand même sur ces questions du numérique, puisqu'on leur fait très peur, et en même temps on leur dit aussi que ce sont des compétences importantes à acquérir, donc ils sont un peu perdus. Donc nous, on a eu le même constat. On fait de la formation de formateurs, on fait des interventions auprès des parents, et on est confronté sous le format conférence à des salles vides, ou à des parents qui sont soit presque trop exemplaires, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place plein de choses, mais presque trop bien. On n'a presque plus rien à leur apprendre. Donc ils viennent en fait plutôt légitimer ce qu'ils ont mis en place. Ça leur permet de les conforter dans ce qu'ils font. Ou alors des parents qui ont fait le choix du sans écran. Donc finalement qui sont qui se croient pas concernés parce qu'ils croient que l'option de retarder l'acquisition des écrans est une solution, mais justement ça évite ce dialogue qui est nécessaire. Donc nous on a juste expérimenter quelque chose, une alternative, sans prétendre que c'est la meilleure solution, c'est juste un essai, en proposant déjà plutôt un atelier qu'une conférence, parce que plein de parents aussi se disent qu'une conférence c'est peut-être quelque chose de trop intellectuel, ils se sentent peut-être pas forcément, ils se disent peut-être que ça s'adresse pas à eux, et comme je vous disais qu'on était dans une logique outil, on s'est dit que, à travers des temps qui rassembleraient les parents, ça pourrait être intéressant de les faire découvrir un outil qui les aide dans leur parentalité numérique et qu'ils pourraient continuer ensuite à utiliser chez eux. Alors, je refais le lien avec Faminum puisqu'on avait cet outil-là. Donc, on a essayé de réfléchir à utiliser cet outil pour un format d'atelier parent et surtout de modéliser quelque part un format d'atelier pour lequel on produirait un guide, et ce guide existe et est disponible gratuitement sur notre site. Comme Faminum, j'ai pas précisé que tous les outils qu'on propose sont gratuits, c'est important.
et qui permettrait en fait derrière aussi à des établissements scolaires, à une collectivité, à toute structure, de pouvoir aussi se saisir d'un outil, donc de ce guide et de cet outil Famille pour mener des ateliers parents-enfants. Nous, on les a expérimentés aussi. Alors, on le propose dans un format que parents et on le propose dans un format parents-enfants, et on voit que c'est le format parents-enfants qui a le plus d'adhésion. Et ce qui fait que c'est intéressant, c'est que déjà, on encourage le dialogue. Ce qu'on a vu comme transformation aussi, je ne sais pas si vous avez le même constat, mais dans les conférences parents, il n'y a qu'un type de parents quand même qui se déplacent, c'est majoritairement les mamans. On sent quand même que ce sujet de l'éducation numérique, elle est beaucoup du côté des mamans. Et ce qui nous a surpris dans ces ateliers parents-enfants, c'est qu'on avait des parents, alors voilà, il y a une diversité de parents aujourd'hui, c'est pas le souci, mais on avait les papas qui étaient là aussi, et donc on venait vraiment en famille. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que on voit qu'il y a un dialogue, on voit que les enfants ont plein de choses à dire sur leur comportement de leurs parents face aux écrans, qu'ils sont pas forcément toujours d'accord avec les règles qui ont été mises en place. Donc on se rend compte, dans les premières expériences qu'on a fait, que ça peut être en tout cas un format. Et il y a peut-être d'autres types de formats d'ateliers à développer pour susciter le dialogue et découvrir concrètement un outil, parce qu'en fait, on les invite au cours de l'atelier à découvrir Faminum, à sélectionner ensemble leurs premières bonnes pratiques, et on les invite à le faire côté parents, côté enfant, et à choisir ensuite une bonne pratique commune. Et ensuite, dans le cadre de l'atelier, on est invité à chacun en parler, chacun partage en fait ce qu'il a choisi, et c'est l'occasion pour l'animateur d'apporter des conseils supplémentaires. Et ils démarrent l'utilisation d'un outil qu'ils seront invités à continuer chez eux. Donc voilà une expérimentation qu'on lance en ce moment. Merci Axel. Monsieur Demarquet, que proposez-vous comme solution pour communiquer avec vos familles, et qu'avez-vous mis en place? Alors la communication, on l'a dit, et Axel l'a dit justement, c'est que des fois on voit toujours les familles les plus motivées. Nous en fait, lorsque notre contribution, elle s'appuie sur un triptyque qui est de l'information, de la formation et de l'accompagnement, je dirais. Alors on a la chance d'avoir une revue qui s'appelle Famille Éducation, qui arrive dans plus d'1 million de boîtes aux lettres. Et d'ailleurs, le dernier numéro est en lien avec notre thématique d'aujourd'hui, à savoir le smartphone dévore nos vies. Et donc ce dossier, il est disponible sur appel.fr, vous pouvez le télécharger, vous pouvez télécharger le sommaire avec le billet d'humeur que j'ai pu réaliser également à ce sujet-là. Et donc là-dessus, on a également notre site web, appel.fr, on a une présence très active et très réactive sur les réseaux sociaux. Sur notre site web, on trouve plein de ressources, évidemment de nos différents partenaires, parce qu'on travaille ensemble assez régulièrement. On organise, je l'ai déjà dit, des conférences. On a des établissements où ils organisent des conférences dans le style de ce que vient d'expliquer Axel, ou d'autres où les intervenants prennent les enfants sur le temps scolaire, prennent les parents le soir ensemble pour débriefer un petit peu ce qui s'est fait pendant la journée. Et là, c'est souvent le choc, parce que les parents n'imaginent pas que leurs enfants sont déjà sur les réseaux sociaux. On parlait de 9,9 ans tout à l'heure, et les parents ne se rendent pas forcément compte. Donc, on a ce genre d'action. On lance aussi des actions de formation à travers des webinaires, à travers des programmes plus spécifiques, afin que les parents soient vraiment des acteurs de cette relation numérique avec leurs enfants. Je parlais tout à l'heure du cyber, également qu'ils soient des acteurs de la prévention du cyberharcèlement. Et ça, on travaille avec toutes les communautés éducatives pour cela. Et puis, on a aussi une ligne d'écoute qui est souvent sollicitée pour ces problématiques numériques, qu'on a bien repositionné là-dessus, pour que le plus grand nombre puisse bénéficier d'une ligne d'écoute qui les aide finalement à répondre à leurs questionnements qu'ils peuvent avoir au quotidien. Donc voilà principalement les principales actions que l'on a. Et je rebondis sur ce que disait Thomas tout à l'heure, parce que c'est vrai, l'éducation, c'est faire grandir, c'est faire accéder à l'autonomie, et ça, c'est super important. On est dans un monde qui devient anxiogène. Je me souviens, quand j'étais gamin, je pouvais partir l'après-midi à vélo avec des amis, personne ne s'en inquiétait. C'est plus le cas maintenant, et ça, c'est quand même bien dommage. Monsieur Comblet, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ça vous embête.
vais faire court parce que plein de choses ont été dites et je suis évidemment d'accord. Donc, bien sûr, le temps qui manque aux parents pour pouvoir assister à des actions de prévention. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que les parents sont anxieux. Je trouve aussi que les parents sont beaucoup en colère et cette colère, elle est génératrice aussi d'une difficulté à pouvoir collaborer. On le voit au 30-18 quand on reçoit des appels de parents en difficulté parce qu'il y a eu des cyberviolences. On sent cette colère et c'est souvent d'ailleurs cette colère qui peut être le moment où ils vont commencer à s'intéresser aux usages numériques de leurs enfants parce qu'ils se rendent bien compte que ces usages parfois peuvent leur porter préjudice. Moi, je trouve que dans ce qu'on fait, et je m'inclus dans la critique que je vais faire, je trouve qu'il y a un paradoxe parce que on dit souvent, et toutes les études dans le monde le disent, souvent les premières victimes de violences numériques, ce sont les familles les plus vulnérables, les enfants qui sont issus des familles les plus fragiles, etc. Et c'est vrai, il faut reconnaître, et tous les parents qui viennent sont souvent des familles qui sont déjà convaincus de l'importance de protéger leurs enfants, etc. Et je trouve que on ne fait peut-être pas assez d'outils en français facile, des outils traduits, etc., en direction de ces familles. Et c'est vrai que du coup, si la langue est déjà un premier obstacle, c'est difficile de transmettre ce sujet qui est en plus pas forcément un sujet qui les mobilise beaucoup. Donc je pense qu'on a un travail peut-être à faire si on veut accueillir toutes les familles dans leur globalité et accueillir toute la population, d'avoir aussi des outils qui leur soient accessibles. Je pense qu'on a aussi un travail de communication à faire. Souvent les collèges ou les lycées nous disent mais on a eu 4 parents qui sont venus, qu'est-ce qu'on pourrait faire l'année prochaine pour qu'il y en ait plus parce que c'est dommage. Moi je leur demande souvent de m'envoyer l'affiche qu'ils ont diffusée dans l'établissement pour faire venir les parents, et alors souvent c'est une affiche très formelle avec marqué ce soir e-enfance, un peu comme s'il y avait le cirque ce soir dans votre ville, venez voir. Bon, alors quand c'est le cirque on a envie, mais quand c'est e-enfance c'est vrai qu'on n'a pas trop envie. Moi je leur dis l'année prochaine ne dites pas e-enfance va venir vous parler, posez 5 questions qui concernent les parents, des questions du quotidien, et mettez ça sur l'affiche. La question c'est comment faire dormir mon enfant à 21h sans qu'il joue aux jeux vidéo toute la nuit, comment faire en sorte que mon enfant ne soit pas à table avec son téléphone toute la journée, enfin quand il est au repas, comment faire en sorte que quand on est en train de faire du shopping, il profite vraiment de cette activité et qu'il soit pas sur les outils numériques. Vous mettez ça et vous mettez en dessous, si vous voulez la réponse, venez ce soir à 18h30, on va vous expliquer. Et je pense que ce sera beaucoup plus attractif pour les parents que d'avoir une énième conférence, parce qu'ils ont déjà eu peut-être la veille sur l'alimentation des enfants, sur les produits addictifs, sur plein de choses. Et c'est vrai que les parents, ils ont parfois en plus plusieurs enfants, et après une journée de boulot, ils ont peut-être envie de faire autre chose. Par contre, là où ils sont très contents, c'est qu'on leur facilite la tâche et que peut-être dès le lendemain, ils aient une vie de famille qui soit un petit peu plus tranquille et un peu plus apaisée. On élève un enfant en montrant les choses, on n'élève pas un enfant en lui expliquant les choses. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il faut transmettre aux parents, c'est plutôt que de parler, il faut parfois ne serait-ce que montrer, et ça c'est une base de l'éducation, et en tant que psychologue, je peux vous confirmer, il faut montrer les choses aux enfants, et ça peut faire partie aussi des outils qu'on peut leur transmettre. Et donner l'exemple, exactement. Dire la vérité sans faire peur. Alors moi je suis parfois un peu embêté quand j'entends dire il faut pas alarmer les parents, il faut pas leur faire peur, etc. Ce qui est vrai évidemment, je vais pas contester ça, mais je pense qu'il faut quand même dire une certaine vérité sur l'état de la situation, quoi. Il y a quand même des choses que les enfants vivent au quotidien qui sont quand même extrêmement violentes, que nous-mêmes en tant qu'adultes on n'accepterait pas de vivre 5 minutes, parce que c'est d'une crudité terrible, voire je dirais même une cruauté terrible. Et je pense qu'il faut quand même que les parents soient un peu au courant de ce que font leurs gamins et de ce qu'ils vivent au quotidien sur ces outils. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, parler de prostitution à des parents. Souvent ils disent non, moi je veux pas entendre ça, la pornographie, oh là là, je veux pas imaginer les images qu'ils regardent. Mais ils les regardent, messieurs dames. Donc autant appeler un chat, vous dire ce qu'est cette réalité pour pouvoir bien les accompagner. Mais on peut pas se mettre la tête dans le sable et se dire encore une fois on va espérer que tout se passe bien. Non, il y a cette réalité. Ça vous fait peur, j'entends, mais justement on va vous accompagner pour dédramatiser les choses et essayer de vous libérer de cette anxiété. L'école fait beaucoup. Il y a plein de choses qui sont faites et bravo. Mais je pense que l'école n'est pas responsable de tout. Je pense que le monde de l'entreprise peut être aussi porteur de solutions. Nous, on intervient de plus en plus dans les entreprises et on a des familles, toutes les familles, même celles qui sont les moins convaincues, parce que, alors c'est pas un scoop de vous dire ça, mais ce sont les enfants qui vont à l'école, c'est pas les parents qui vont à l'école. Les parents, ils vont travailler, et donc si on veut trouver les parents, il faut aller les trouver
retrouver là où ils sont, dans leur milieu de vie, je dirais. Et donc on a beaucoup de projets en cours et à venir à l'association e-enfance où on va intervenir dans le cadre de demandes de services RSE, souvent des entreprises, le midi, de midi à 13h. On fait une intervention sur le cyberharcèlement, sur les fake news, sur tout ce que les parents devraient connaître. Et on a un taux de participation qui est phénoménal. Tout le monde est content. Ça permet, on peut manger son sandwich en même temps qu'on nous écoute, donc on perd pas notre temps. L'employeur est content, ça donne une petite activité, les parents se fédèrent, etc. C'est aussi des salariés qui travaillent peut-être mieux parce qu'ils sont moins préoccupés par les problèmes numériques de leurs enfants, et ça fonctionne bien. Moi, je pense que les parents, il faut aller aussi les chercher là où ils sont. Donc, je parlais du monde de l'entreprise, dans les missions locales, en prison. Je pense que là, il y a des publics vulnérables. Peut-être que ça peut être aussi des endroits qu'on peut peut-être davantage investir. Alors, on a du temps en prison. Pour y avoir travaillé, je peux vous dire que le temps est long. Et ben, si on pouvait peut-être occuper ce temps au travers de moments de sensibilisation, ce serait pareil. Dans les centres d'accueil aussi, dans les centres d'urgence, je pense que ce serait aussi des endroits qu'on pourrait peut-être davantage investir. Le ministère de l'Éducation nationale travaille sur un projet avec les parents délégués, il me semble, sur mieux les équiper, mieux les former. Et je pense que c'est une excellente voie parce que il faut jouer aussi la proximité. Les parents, ils n'ont pas toujours un rapport à l'école qui est évident, c'est pas facile d'y aller quand soi-même on a été pas forcément à l'aise en tant qu'élève, et de peut-être jouer la proximité avec les parents délégués qui sont des parents comme eux. Je pense que c'est extrêmement important, et de pouvoir mieux former ces parents délégués, de pouvoir mieux impliquer les associations de parents d'élèves. Je pense que c'est vraiment très bien, et nous au 30-18, quand on a des appels autour notamment du cyberharcèlement, le premier réflexe c'est de dire est-ce qu'il y a une association de parents d'élèves, est-ce que vous connaissez le parent délégué de votre classe, etc. Et on pousse vraiment à cette proximité parce que c'est extrêmement rassurant de pouvoir parler à quelqu'un qui nous ressemble. Voilà, et je vais m'arrêter là. On va passer la parole à Thomas plus le temps. en dernier pour conclure un petit peu cette table ronde. Mais écoutez, comme ça a été très bien dit, je pense qu'aujourd'hui, face à l'état des lieux, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Après, je pense qu'il faut aussi que tous les acteurs de la prévention que nous incarnons, nous soyons extrêmement aussi dans une forme d'autocritique par rapport à ce qui et d'humilité par rapport à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous, on travaille, on essaie aussi. Je pense qu'il faut, et c'est plus facile à dire qu'à faire, multiplier les actions qui sont montées entre de multiples partenaires à différentes échelles, les collectivités locales et territoriales qui jouent un rôle. On mène beaucoup d'actions, justement, Samuel le disait, en Seine-Saint-Denis, on monte des partenariats avec parce qu'on sait qu'en effet, sur ces questions-là, il y a aussi des biais socio-économiques qui sont très prégnants. On a en effet nous aussi initié il y a de ça déjà 7 ans des actions en entreprise. Après, la difficulté des actions en entreprise, c'est qu'aujourd'hui le tissu économique français, il est composé essentiellement de très petites entreprises, et que les très petites entreprises n'ont pas de responsable RSE, ni même parfois de DRH. Donc c'est comment toucher les parents dans ces structures-là, parce que c'est pour aller voir que les boîtes du CAC 40, c'est très bien, il faut le faire bien sûr, mais c'est pas non plus là, une fois encore, on se pose la question de où est-ce qu'on est le plus utile. C'est pas non plus souvent ces parents-là qu'on a le plus besoin. Donc c'est également, je pense, être vigilant dans les discours qu'on tient, c'est-à-dire j'entends souvent des mots, des paniques morales qui sont entretenues, des mots qui sont, y compris même dans l'hémicycle, j'entends parfois des choses qui me font un peu... On entend souvent des choses surprenantes. Oui, voilà, le mot addiction qui est utilisé un peu à toutes les sauces, le mot violence numérique qui est partout, qui quand on y réfléchit bien ne veut strictement rien dire, parce que ça recouvre tellement de choses que évidemment on contribue aussi à un peu diluer tout ça et rendre les choses moins tangibles pour les familles. Donc je pense qu'on a tous à faire preuve de vigilance aussi et d'autocritique dans les actions que nous entreprenons. Moi, je pense aujourd'hui, en tout cas, ce que je demande à mes équipes, c'est que les parents ressortent de nos actions avec le sourire. C'est très important, c'est une garantie qu'on donne. Ils ressortent avec le sourire. Ils ressortent réconfortés dans leurs compétences parentales, parce qu'aujourd'hui, être parent, c'est pas des injonctions, c'est essayer des choses, c'est accepter l'erreur aussi. Ce qu'il y a, on est bien placé pour le savoir quand on a plusieurs enfants, quand ce qu'on a mis en place avec le premier fonctionne jamais avec le deuxième. Et donc, s'il y a bien un sujet dans lequel le copier-coller ne fonctionne pas, c'est la parentalité. Et je pense que c'est aussi
permettre aux parents de cheminer par eux-mêmes, c'est-à-dire ne pas faire le boulot à leur place. Moi, je suis toujours extrêmement surpris. Je suis pas tout à fait d'accord avec Samuel par rapport à la colère des parents. Je suis toujours extrêmement surpris, alors, parce que je pense qu'aussi c'est logique un parent dont l'enfant a été victime de violence soit en colère. Je pense que c'est le minimum. Mais des parents qu'on rencontre dans les réunions qui n'ont pas forcément des enfants victimes de quoi que ce soit, moi je suis toujours très surpris et très agréablement surpris par leur créativité, par leur envie de bien faire. Je pense qu'il faut aussi faire confiance aux parents. Il faut qu'on arrête faut qu'on trouve ce juste milieu, cet équilibre en fait entre leur chatouiller la plante des pieds quand il faut, parce qu'il y a des moments où il faut le savoir le faire avec bienveillance et le sourire, mais aussi leur faire confiance et leur donner les capacités à réfléchir par eux-mêmes, parce que moi, une fois encore, y compris dans les milieux très défavorisés, je peux vous assurer que je suis souvent très très agréablement surpris par la créativité des parents, leur capacité à se remettre en question, leur volonté de bien faire. Nous, notre job, c'est juste de leur permettre de faire un pas de côté et de regarder les enjeux de l'éducation numérique un petit peu différemment, et une fois encore, je le martèle, en sortant de l'évitement des risques. Voilà. Ben, je vous remercie. Alors, on a déjà un petit peu dépassé le temps de parole. On va prendre rapidement 2-3 questions. Allez, monsieur le maire. Je vais essayer de faire court. En ce qui concerne les personnes adultes, j'écarte, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je pense qu'une génération qui est très peu numérisée disparaîtra, c'est le boom des naissances. Dans 15 ans, l'affaire est réglée. Les autres seront informatisés. Je fais de la provocation. En ce qui concerne les enfants, ça me paraît très compliqué.